Messieurs, bonjour. Alors, encore une fois, nous vous disons merci d'être là pour cette conférence de presse. Nous allons commencer et attendre. Nous allons commencer parce que ça fait longtemps que nous attendons. Et les autres médias vont nous prendre en cours. Voilà. Et avant de commencer, on va laisser la place à l'apôtre Koulou qui va présenter ce moment au Seigneur par la prière. Amen. Est-ce que tu as mis des mots, s'il vous plaît? Ok, on peut le faire. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin au nom de Jésus. Tu as dit dans Colossiens 3,17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Ce matin, notre Dieu, nous voulons te recommander ce point de presse. Et Seigneur notre Père, le faire en ton nom. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur de nous donner, de pouvoir encore bénéficier de ta présence de sagesse, ta présence de connaissance, ta présence d'intelligence. Seigneur, merci d'orienter toutes choses. Merci pour ton sang précieux qui parle en faveur de ce moment. Nous te bénissons pour la sécurité de ce lieu à travers le ministère des anges. Père, que ton règne vienne et que ce moment soit bénéfique pour chacun d'entre nous. Éclaire les intelligences. Merci Seigneur pour les questions. Merci pour l'intervention de ton serviteur. Au sortir de ce moment, Père, que toute la gloire soit à toi et que notre Dieu, nous sortons regaillardis et nous sortons notre Père béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci apôtre. Voilà, veuillez vous asseoir. Alors avant de laisser la place à l'orateur docteur Elémon, nous allons situer un peu le contexte, la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Voilà, nous vous avons invité à ce point de presse qui va précéder la dédicace d'un livre dont l'auteur est le docteur Luc Lemont. Le titre du livre, c'est Chronique de coup d'État. Chronique de coup d'État, cause, déroulement et conséquences. Voilà, nous avons voulu faire ce point de presse pour annoncer cet événement. Alors, on peut poser la question de savoir pourquoi maintenant, pourquoi ne pas avoir fait en même temps la dédicace. Nous avons voulu, depuis la fin du mois de novembre, pouvoir lancer le projet, mais malheureusement, pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu avoir à disposition les livres. Et nous avons voulu annoncer l'événement avant la date des élections, notamment avant la campagne, parce que c'est un livre à propos, en ce qui concerne notre nation. Voilà. Donc, l'auteur que nous allons écouter aujourd'hui n'est pas un parvenu, parce que c'est un docteur en théologie politique. Il a déjà écrit plusieurs livres dans le domaine, dont les titres Dieu, ma patrie et moi. Ensuite, il a écrit aussi Les alliances politiques et la destinée des nations, Consignes de vote, critères bibliques pour le choix d'un candidat, Prophétisme et conseil d'État. Et aujourd'hui, le livre que nous allons rencontrer à travers son discours, c'est Chronique de coup d'État, cause, déroulement et conséquences. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la place au docteur pour faire son exposé et ensuite, nous aurons à répondre à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et que Dieu nous bénisse. Et bénisse tous nos frères et sœurs. Et nous remercions la présence des journalistes, de la presse. Comme dit tout à l'heure par le révérend Félix, Dieu donné qui est avec moi sur ce projet depuis 2012, on y travaille. Mais il faut dire que bien avant déjà, on était déjà en contact. Et alors, pourquoi un tel livre
Nous savons que nous sommes dans un contexte particulièrement spécial. Alors, dans le contexte où nous nous trouvons, contexte africain, nous avons observé que sur notre continent, il y avait énormément de crises. Nous avons une richesse culturelle. Au plan du multiculturalisme, nous sommes très bien bénis de Dieu. Quand nous regardons les États africains, nous avons par exemple dans certains pays 60 ethnies, 80, 100 dans d'autres quand on regarde à travers le continent. Mais qu'est-ce qui fait que ce multiculturalisme n'arrive pas à profiter au continent? Voilà un peu certaines des questions, des observations. Nous regardons également, nous avons pratiquement connu les mêmes sorts, ou disons des sorts meilleurs que certains pays de l'Asie du Sud-Est. Quand nous prenons par exemple la Corée du Sud, dans les années 50-60, la Côte d'Ivoire, d'après nos recherches, n'avait rien à envier aux Sud-Coréens. L'Ivoirien à l'époque même était 125 fois au moins plus riche que le Sud-Coréen dans les années 50-60. Comment expliquer que de cette période-là, de 60 à aujourd'hui, nous en sommes à demander, pour ne pas dire même à demander, la coopération de ces États-là, qui ont aussi connu, en quelque sorte, la colonisation sous d'autres formes. Peut-être pas comme la nôtre, mais ils ont aussi connu la colonisation. On sait l'influence que certains pays de la zone ont eu sur les Sud-Coréens, on a l'histoire. Comment expliquer que la Côte d'Ivoire, avec tout ce capital humain extraordinaire dont Dieu nous a dotés, comment expliquer que nous n'arrivons toujours pas à nous en sortir? Alors donc nous nous sommes mis au travail, nous nous sommes mis à fouiller, à chercher les différentes causes, et cela a pris du temps. Cela a pris du temps. Nous avons commencé déjà les réflexions depuis 2004, les premiers travaux, les premiers écrits, et les choses ont pris une autre envergure à partir de 2010. Alors de 2010 jusqu'à 2015, nous avons travaillé, nous sommes assis, nous avons dit, bon, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que Dieu s'intéresse à nos nations? Si Dieu s'intéresse à nos nations, comment Dieu voit la gestion de nos nations, la gouvernance de nos nations? Est-ce que la Bible, c'est seulement le livre de la prière, une sorte de grimoire où on prend des formules magiques pour prononcer quand on a des difficultés, quand on cherche un enfant, quand on veut se marier, quand on veut voyager, je ne sais pas, quand nous sommes malades ou quand nous avons des problèmes spirituels, où Dieu s'intéresse de façon pratique à la gouvernance, à l'administration de nos cités. Et alors dans cet élan, nous nous sommes mis à travailler à fond. Et alors, un sujet nous a paru important, qui se détachait des autres, c'était la question des coups d'État. Donc il fallait examiner. On a vu que les coups d'État fatigués étaient un véritable problème pour le continent africain. Alors donc, nous avons commencé à réfléchir. Qui sont ceux qui font les coups d'État? Pourquoi? Comment ça se déroule? Et maintenant, quelles sont les conséquences? Quelle est l'implication des différents secteurs ou acteurs de la nation? Je veux dire les parents, pères, mères, le milieu éducatif, les écoles, prenez de la maternelle jusqu'au supérieur, également aussi les cercles religieux, toutes tendances confondues, chrétiens, musulmans et tout, même ceux qui sont dans les groupements dits ésotériques, dans les loges. Alors nous avons commencé par examiner toutes ces choses et nous avons fait un rapprochement avec l'Écriture pour nous inspirer. Et nous avons découvert que dans la Bible, il y a des coups d'État. Énormément même de coups d'État dans la Bible. Mais des coups d'État au sens propre du terme. Au sens propre du terme, c'est-à-dire des renversements
anticonstitutionnelle de pouvoir. Alors, nous sommes mis à réfléchir, ceux qui renversent, quels étaient leurs motifs, quelle était l'ambiance, quels sont les signes annonciateurs d'un coup d'État. Est-ce qu'on peut déjouer un coup d'État? Pourquoi est-ce que on a souvent des renversements de pouvoir aussi brutaux? Alors, après avoir écumé la Bible, depuis l'Ancien au Nouveau Testament, nous avons écumé la Bible, nous avons retourné la Bible, avec une démarche scientifique, bien sûr, impliquant l'exégèse des textes, ce que disent les textes hébreux, grecs et araméens, ensuite en écumant l'arrière-plan socio-anthropologique des peuples cités dans la Bible, et nous sommes enfin passés au coup d'État de la période moderne. Nous avons commencé également à visiter, sonder dans l'histoire de chaque peuple. Nous avons regardé les coups d'État en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et en Océanie. Donc nous avons pratiquement sondé les causes, les coups d'État qui ont eu lieu sur les 5 continents. Et quand nous avons fini sur les 5 continents, nous nous sommes dit, nous sommes africains et nous sommes ivoiriens. Alors il serait bien de partir du général, du contexte général des coups d'État, et examiner à la lumière des Écritures également la réalité des coups d'État dans notre chère et belle patrie, la Côte d'Ivoire. Et cela nous a poussé, comme nous avons dit, à persévérer dans la dynamique scientifique. Parce que ce qu'on ignore souvent, c'est que la Bible n'est pas seulement un livre spirituel. C'est un livre également aussi de sciences. C'est un livre qui touche à fond pratiquement tous les thèmes de la science politique. Parler de la géopolitique, de la géoéconomique, de la géostratégie. Voyez un peu, le Togo, 3 coups d'État, le premier en 63, le dernier en 2005. Le Libéria, 2 coups d'État, le premier en 80, le deuxième en 90. La Guinée-Conakry, 2 coups d'État, le premier en 84, le dernier en 2008. La Gambie, 1 coup d'État, 1994. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, 1 coup d'État en 1999. Alors, et quand on prend les putschistes sur le continent par religion, on a les musulmans 44, aujourd'hui 45, les catholiques 17, ceux qui sont dans les loges 16, ceux qui sont les fétichistes des religions traditionnelles 7, les chrétiens orthodoxes 3 et les chrétiens protestants évangéliques. Le nombre de putschistes c'est 2. Nous avons voulu opérer, comme nous avons dit, faire un travail qui implique à la fois hautement spirituel mais aussi hautement scientifique, une démarche académique, une méthodologie lourde et impartiale. On se rend compte étrangement que dans certains pays en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y a des pays où il y a eu beaucoup de coups d'État. Mais il y a eu peu de fusion de sang, ou presque pas. C'est l'exemple du Dahomey, le Bénin, l'ex-Dahomey. Il y a eu 7 coups d'État, mais peu de fusion de sang. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a eu un seul coup d'État, en 1999, et nous subissons jusqu'à ce jour les conséquences de ce coup d'État. Les derniers effets, les effets les plus récents du coup d'État de 1999, nous l'avons vu en 2010, par la crise post-électorale. Pourquoi est-ce que notre pays, depuis 1999, connaît ces soubresauts? C'est-à-dire que nous n'avons pas encore eu une transition politique pacifique. Pourquoi un seul coup d'État a fait couler autant de sang et continue d'en faire couler jusqu'à présent? Qu'est-ce qui ne va pas? Que pouvons-nous faire?
Y a-t-il des pistes? Et c'est à toutes ces questions que nous répondons au travers de ces 2 volumes. Le livre chronique de coup d'État en 2 volumes. Le premier volume, volume 1. Et ensuite, le deuxième volume, volume 2. En fait, le livre, il est en 5 volumes. Puisque nous avons traité aussi les coups d'État en Europe, qui doivent sortir. Les coups d'État en Asie, qui doivent sortir. Et les coups d'État en Amérique. Sud, centre, nord. Mais étant d'abord africains, nous avons pensé à nous-mêmes d'abord. N'a-t-on pas l'habitude de dire la charité bien ordonnée commence par soi-même? C'est ce qui nous a motivés à écrire ce livre chronique de coup d'État, et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à sortir ce livre-là. Nous aurions voulu sortir ce livre depuis 2015. Mais il y a eu chaque fois des problèmes techniques, il y a eu chaque fois des problèmes, parce que nous avons fonctionné sur fonds propres. Nous n'avons pas demandé de l'assistance à aucune des institutions, à aucune personnalité politique, parce que nous avons voulu faire un travail libre. Parce que vous savez, quand vous avez l'argent de quelqu'un, et puis parler de la personne, ça risque d'être compliqué parfois. Donc, ça a pris du temps, parce que nous avons voulu faire un travail indépendant, libre de toute influence, un travail avec des données objectives. Dans Chronique de coup d'État, nous touchons aussi des questions sur, telles que les rapports de l'entourage des chefs, les questions de l'influence de la philosophie ou des doctrines socio-politiques de nos traditions. Parce que chaque tradition africaine a sa doctrine sociopolitique, c'est-à-dire sa philosophie sociopolitique. Vous allez chez les Akans, on vous dira chez nous, chez les Akans, que voici comment ça fonctionne. Vous allez chez les Krou aussi ont une façon de penser les successions, les questions d'autorité, de pouvoir. Et donc dans ce livre, nous avons tenu compte de toutes ces choses. Comment tirer de toutes ces richesses culturelles différentes les éléments qu'il faut, les ingrédients indispensables à la constitution de notre identité au sein du Conseil des Nations. Voici un peu, chers journalistes, je crois que dans le dossier de presse, nous avons expliqué long en large certaines choses, et nous avons pensé, en tant que serviteurs de Dieu, partager les fruits de nos recherches avec vous, avec notre nation, avec les nations africaines. Pour clore, j'aimerais tout simplement dire que notre destinée se trouve entre nos mains. Aucune institution internationale ne peut faire notre destinée. Vous savez, nous les Africains, nous sommes les seuls encore au monde à penser que notre salut viendra de l'Orient, de l'Occident et du désert. Non. Non. Nous avons une histoire, nous avons des valeurs, et je pense que il n'est dans l'intérêt d'aucune puissance au monde, il n'est dans l'intérêt d'aucune puissance que nous soyons développés. Et tant que nous n'avons pas compris ce concept du développement, tant que nous n'avons pas compris que le développement se fait avec des ressources propres et que l'assistance extérieure ne joue que peut-être 1% dans la part du développement d'une nation, tant que nous n'avons pas compris cela, nous continuerons à errer. Il est temps pour nous de nous affirmer. Et nous y arriverons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Voilà.
beaucoup, Doc. Nous allons passer maintenant aux questions. Si vous avez... On va passer aux questions. Vous déclinez votre identité, votre journal, et puis ensuite vous posez vos questions. Marion Jasper. Une minute, s'il vous plaît. Il va prendre vos noms. Il va prendre vos noms. Maria Jasper, ok. Allez-y. Allez-y déjà. Bon, je voudrais savoir. Le média, c'est... Fatma Info. Le livre chronique de coup d'État comporte combien de pages et savoir si les 2 volumes sont disponibles. Maintenant, vous avez dit qu'il y a des thèmes qui ont été abordés comme l'influence des doctrines, les questions sur les rapports des chefs. Quels sont les autres thèmes aussi qui ont également été abordés dans ce ouvrage? D'accord. Je disais tout à l'heure que chronique de coup d'État, c'est... Je pense qu'il faut établir une liste de questions. Donc, elle va reprendre, vous allez prendre la question. Et puis après, je vais répondre. Désolé, hein, madame. Ok, j'ai demandé le nombre de pages. Le nombre de pages, les 2 volumes. Voilà, les 2 volumes. Voilà. J'ai demandé quels sont les autres thèmes qui ont été abordés dans l'ouvrage et si les 2 volumes sont disponibles. On a parlé de 5 volumes. Donc, Ok. Deuxième question, vous aviez une autre question relative aux doctrines. S'il y a d'autres thèmes, c'est ça? oui, il y a d'autres thèmes qui ont été On peut lever le micro. Madoché, ça va? Oui, ça va avoir potentiel, je pense. Charles Cablin, Radio Côte d'Ivoire. Alors, vous avez, dans votre exposé, vous avez parlé des coups d'État sur les 5 continents, particulièrement l'Afrique. Je voudrais savoir, dans votre étude, est-ce que vous avez aussi, certainement que vous avez relevé les causes qui poussent, les raisons qui poussent à ces coups d'État-là? Parce que je pense que les auteurs de ces coups d'État ne sont pas aussi inconscients que cela. Hein. Ils sont soucieux de l'avenir de leur pays, de leurs différents pays. Alors, quelles sont ces principales causes, d'après votre étude? Et puis, deuxième question, je vais être peut-être un peu cynique, entre griffes. Est-ce qu'il y a des coups d'État salutaires selon vous? Après les questions. Okay. Merci beaucoup, Ismaël Ango, Radio de la Paix. Alors, vous avez, dans votre exposé, parlé du premier coup d'État de 1952. Vous avez dit, non? Donc, quel a été le premier coup d'État en 1952? Voilà. On parle de 1963. Pourtant, on nous fait savoir que dans la chronique de coup d'État, les coups d'État ont commencé depuis 1952. D'accord. Maintenant, est-ce que l'insurrection populaire est un coup d'État? Parce que le Burkina Faso à côté a connu l'insurrection populaire. Même le premier coup d'État est parti de l'insurrection populaire au Burkina Faso, qui était la Haute Volta. Ça, c'est ce que je sais si mes mémoires sont bonnes. Maintenant, ici, vous avez parlé des putschistes. Que sont-ils devenus? Ça, c'est la question que je pose. Ceux qui ont été renversés, que sont-ils devenus également? Parce que je prends le cas du Mali. Le président ATT, je vais à côté, ATT, a été renversé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et encore au Mali, il y a eu un coup d'État. Ça, c'est une autre question. Excusez-moi si je suis police. Je suis beaucoup curieux parce que c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant. Voilà. Et ensuite, vous avez parlé du rapport de l'entourage des chefs d'État. Et aussi voilà, et puis la question de l'influence des doctrines sociopolitiques. Expliquez-nous voilà, expliquez-nous ces aspects-là. Mais où je ne suis pas en phase avec votre approche, vous avez dit notre salut ne peut venir de l'Orient ni de l'Occident. Mais force est de constater que pour choisir celui qui va conduire la destinée des pays, viendra toujours de l'extérieur. On a vu beaucoup d'exemples. En Côte d'Ivoire ici, il y a eu des élections où on a eu
notre institution qui a validé la victoire d'un candidat et ceux de l'extérieur n'ont pas certifié cette élection. Voilà, donc c'est pourquoi je dis que je ne suis pas totalement en phase à partir de cette expérience. Je vais m'arrêter là, et puis après on va continuer les échanges. C'est fini? D'accord. On va répondre déjà. On va répondre aux questions. Et la première question. Maria n'a pas demandé le nombre de pages des ouvrages. Et puis, quels sont les autres disponible en dehors du... Quel autre sujet qui sont abordés en dehors du... D'accord. Donc, dans le premier volume fait 393 pages. Le premier volume fait 393 pages. Et le deuxième volume fait 301 pages. Le premier volume, 393 pages. Le deuxième, 301 pages. Alors, les deux volumes sont disponibles. Mais c'est seulement disponible à partir de la dédicace. Comme vous savez, les deux volumes sont disponibles, mais à la dédicace où vous serez conviés, ce n'est qu'après la dédicace que nous allons les mettre en librairie. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Oui, c'est une suite. Les deux volumes sont complémentaires, c'est une suite. Par exemple, quand vous prenez le volume 1, vous avez tous les chapitres du volume 2 également. Donc celui qui lit le volume 1, quand il finit, il se rend compte qu'il voit les chapitres, les sous-chapitres du volume 2. Et ceux qui vont acheter le volume 3, ils auront à l'intérieur tous les détails, les chapitres, sous-chapitres du volume 3 et du volume 4. C'est seulement le volume 5 qui est à part. Le volume 5 où nous étudions en profondeur les coups d'État en Europe, en France, en Allemagne, etc. Nous avons voulu séparer pour que on voit que le mal des coups d'État n'est pas seulement africain. Donc c'est comme une question héréditaire. Pendant la colonisation, on a parlé de mère patrie. J'ai l'impression que il y a des maladies de la mère patrie que les enfants entretiennent encore. Et la mère patrie n'a plus ces maladies. Donc comment la mère patrie a fait pour s'en débarrasser? Les enfants aussi doivent apprendre cela. Vous voyez. Donc voilà les deux volumes. Maintenant, les autres thèmes, comme j'ai abordé dedans, j'ai abordé différents thèmes. Je suis un coup d'État. L'origine des putschistes, c'est important. L'arrière-plan de chaque putschiste. Les causes évidentes. Ok. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est pourquoi on a dit chronique de coup d'État, cause, déroulement et conséquences. Donc les causes sont expliquées. Et nous avons aussi traité l'attitude des proches des dirigeants. Et parfois on a eu de très bons dirigeants, mais qui ont été perdus par les proches. Je n'ai pas dit c'est eux tous. Ok? Tout comme aussi des dirigeants ont perdu leurs conseillers et leurs proches aussi. C'est vice-versa. C'est l'influence des premières dames. Nous avons aussi traité ça à l'intérieur du livre. Ok? Et nous avons aussi vu l'influence des mouvements, la dynamique, je dirais, l'aspect géoéconomique. C'est-à-dire que l'aspect géoéconomique, il y a eu des coups d'État à cause du poids géoéconomique de certains pays. Ok? Je ne vais pas entrer dans les détails, sinon vous n'allez plus acheter les livres. D'accord? Donc voilà un peu quelques aspects qui sont abordés. Okay? Les aspects spirituels, l'aspect irrationnel de la gestion rationnelle du pouvoir a été également abordé. Vous savez, le pouvoir il n'est pas que intellectuel, le pouvoir il est aussi spirituel. Donc, si vous prenez le pouvoir seulement avec une image intellectuelle, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, le pouvoir n'est pas que intellectuel, il a aussi ses assises spirituelles qu'il faut comprendre et savoir comment
gérer. Voilà, je ne sais pas, voilà pour les questions de ma soeur. Voilà un peu. La deuxième question. Tu as noté, non? Alors, j'ai demandé les principales causes qui ont poussé les auteurs de ce coup d'État et puis, j'ai demandé en deuxième question, est-ce qu'il y a des coups d'État salutaires? Voilà. Et donc, à la deuxième question, je ne vous répondrai pas, sinon vous n'allez plus lire le livre. Mais sachez que votre deuxième question, la réponse est surtout dans le volume 2. Est-ce qu'il y a eu le coup d'État salutaire? La réponse se trouve dans le volume 2. Mais déjà, ça c'est une question marketing. Ce n'est pas un refus de réponse à votre question. Voilà. C'est un aspect marketing de la chose. Vous savez, quand vous sortez un produit, il y a des aspects qu'on ne dévoile pas au grand public. On laisse... J'ai posé la question parce que dans votre exposé, vous avez parlé du sud, de l'homme de l'Afrique de l'Ouest qui était très anarchique. Très anarchique. Très anarchiste. C'est pour ça que la première question, j'ai demandé les causes, les principales causes, et puis est-ce qu'il y a des... Maintenant, les principales causes, je vais vous répondre à ça en deux lignes. Les principales causes, comme j'ai dit, il y a des aspects purement liés à l'aspect institutionnel, à les questions institutionnelles, si vous voulez, constitutionnelles. Il y a des aspects qui sont liés aussi à l'échec, je ne vais pas dire un échec absolu, mais je dirais un échec partiel, l'échec à pouvoir gérer les différences ethno-tribales à l'intérieur des frontières de nos États. C'est-à-dire que nous avons pour le moment, la plupart de nos États en Afrique, en général en Afrique, donc c'est pas seulement en Afrique, même ailleurs, mais en Afrique c'est plus prononcé, nous avons un patriotisme qui est beaucoup plus un patriotisme ethno-tribal. C'est-à-dire qu'il n'est pas difficile pour des gens d'un grand groupe ethnique de respecter des codes, et souvent même des codes qui existent avant même la colonisation. Vous voyez, des codes, des alliances traditionnelles de non-agression qui existent et on le sait. C'est toujours utilisé dans la sphère politique, malheureusement ce n'est pas encore utilisé dans la sphère républicaine. Parce qu'il y a une différence, un décalage entre la sphère politique et la sphère républicaine. Dans la sphère politique, les clivages sont énormes. Mais dans la sphère républicaine, les clivages font un alliage pour produire un engagement commun. Un engagement qui dépasse le cadre tribal, ethnique et religieux. Donc, dans la plupart des pays où nous sommes passés, nous avons fait des enquêtes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, ce qui nous a été donné de constater, c'est que les gens appartenant à un même groupe ethnique sont prêts à marcher dans une même vision politique. Dans la plupart des cas, certes, il y a des imperfections. Mais dès lors qu'il s'agira de coopérer peut-être avec des gens d'un autre groupe ethnique qui ont été en conflit avec un autre grand groupe ethnique au sein d'un même territoire, il y a toujours comme on se regarde au travers des murs de glace, c'est-à-dire au travers des vitres. Je suis là, je parle avec les gens de mon groupe ethnique, je vois les autres, j'entends ce qu'ils disent, on a perforé le petit trou, mais on ne peut pas se toucher. Donc c'est une des causes. Maintenant, il y a d'autres causes qui sont des causes purement extérieures à chaque État. C'est-à-dire que des causes qui sont liées à des intérêts extérieurs aux États. Intérêts économiques, etc. Intérêts géopolitiques. Et les détails sont abordés dans les deux volumes de l'ouvrage. Peut-être que ce que je vais dire va vous amener à dire un mot, à donner un plan de votre analyse, comme vous voulez pas
va en parler. En 1999, moi j'étais encore étudiant, on était arrivé à une situation intenable pour tout le monde. Et sur le plan économique, ça n'allait pas. Les institutions, il y avait un blocage. Le président de l'époque refusait de discuter avec tous les groupes politiques, sociaux et autres. Nous, étudiants, on était dehors, hein. On nous avait vidé des cités, on était dehors, on ne savait pas où aller, tout ça. Moi, je suis descendu dans la rue pour applaudir le coup d'État de 99. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on subit encore les conséquences. Après, j'ai regretté, mais sur le champ, j'ai dit oui, bravo. Oui. On était arrivé à un point. Quand tout à l'heure le confrère a pris des exemples au Burkina Faso, après 27 ans de règne, les gens n'en pouvaient plus. Le népotisme, le favoritisme, les gens n'en pouvaient plus. Le Mali, tout était bloqué. C'est pour ça que j'ai parlé de coup d'État sanitaire. Ok, pour aller dans ce sens-là, comme je le disais tout à l'heure, j'ai abordé effectivement la question, le sujet à fond dans le livre, mais c'est juste pour des raisons marketing, comme je l'ai dit. Donc, monsieur le journaliste, c'est pour les questions marketing. D'accord. Ok, pour les questions marketing, laisser la curiosité aussi, qui permettra au bien-aimé de pouvoir se procurer le livre. Donc, ce que vous avez dit, nous avons abordé ça dans l'ouvrage. Non seulement à l'époque moderne, mais déjà à des époques telles que au 11e, 10e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons abordé des exemples et on voit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous savez, il y a des rois qui ont été renversés dans la Bible parce que les gens n'avaient plus à manger. Et dans ce ouvrage, nous avons abordé des coups d'État, des exemples en Afrique. Des chefs d'État sont tombés parce qu'ils ont augmenté de 25 francs le prix du pain. Vous voyez un peu. Et donc, ça peut avoir une cause, déroulement, conséquence. Pour les questions marketing, nous ne voulons pas entrer dans les détails. On vous le conseille. Voilà. Merci beaucoup. Là, la question qui suit. Que sont devenus les putschistes? Je vous donnerai peut-être un seul exemple que vous trouverez dans le volume 2, à la page peut-être 500. À partir de la page 548, quel exemple je vais vous donner? Il y en a tellement. Bon, je prends prenons le premier coup d'État, 1952, en Égypte. L'auteur du putsch, c'était Mohamed Naguib Youssef, qui était musulman sunnite. Il a renversé le roi Farouk Ier. Et comment il a terminé? Il a été écarté du pouvoir par Gamal Abdel Nasser le 14 novembre 1954. Il fut mis en résidence surveillée sous ce dernier de 54 à 70, 16 ans ou presque. Libéré à la mort de Nasser en 70, il se retira de la vie politique. Mohamed Naguib, 20 février 1901 au 29 août 1984, mourut à 83 ans. Vous voyez, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Et par rapport à ça d'ailleurs, nous avons consacré un chapitre entièrement dédié à ça, le chapitre 25, que vous trouverez dans le volume 2, l'action politique de Jésus. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Et nous avons essayé de démontrer cet axiome-là dans la période allant de 1118 avant Jésus-Christ jusqu'à 732 avant Jésus-Christ. Des exemples concrets dans l'histoire au Moyen-Orient ont montré des rois qui ont renversé et comment ils ont aussi terminé. Il prend par exemple Abimelech qui prend le coup, qui fait un coup d'État, qui assassine les 70 membres du gouvernement intérimaire d'alors, les a fait égorger. Il a loué une bande de mercenaires qui a égorgé les 70 membres du gouvernement intérimaire. Alors, il a eu le crâne brisé par un morceau de moulin que lui a lancé une femme sur la tête. Ok? Et cela s'est produit en 1118 avant Jésus-Christ. Maintenant, pour revenir dans le contexte
modernes, nous avons les exemples de Amin Dada, de l'Ouganda, des exemples au Burkina Faso, Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Il dit au bien-aimé tout à l'heure qu'il y a des présidents. Nous avons les exemples de Amadou Toumani Touré, Joseph Atu Ankra, Ghana, Keita Fodeba, Robert Gueye, Samuel Kanyon Doe, ainsi de suite. Vous avez beaucoup d'exemples. Mobutu Sese Seko, Koukou Mbendou Wazabanga. Et vous avez tellement d'exemples. Vous avez des exemples aussi au Cambodge, hein, avec Pol Pot. Vous avez des exemples en Amérique latine. Vous avez Pinochet. Hein, vous avez en Argentine George Rafael Vidale, je crois. Et vous avez la Roumanie, hein, avec Ceausescu, Nicolae Ceausescu. Nous avons Benito Mussolini. Vous savez comment ils ont fini. Nous avons abordé tous ces exemples-là ici. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément d'exemples. Vous prenez le cas du Nigeria en 1993, avec Sani Abacha, qui était musulman, qui a renversé NS Shoneka, qui était catholique et chef traditionnel. Alors, comment ça, Abacha a fini? Le général Sani Abacha mourut officiellement le 7 juin 1990 d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans, au moment où le Nigeria sombrait dans la misère et la corruption. Selon le magazine nigérien Newswatch, cité par le Sunday Times de Londres, la mort d'Abacha est due à ses instincts libidineux. D'autres rumeurs de la presse affirment qu'il aimait beaucoup les prostituées et aurait été empoisonné par son entourage au travers de la pilule de Viagra trafiquée. Donc lui, il serait mort en plein débat sexuel. Vous voyez un peu, comme nous a dit, ça nous a pris du temps. Il fallait trouver des détails, il fallait trouver les informations sources. Donc ce qui fait qu'il nous sera impossible, par exemple, de donner tous les détails, mais déjà c'est une approche, un travail de recherche. Nous ne prétendons pas avoir fait un travail parfait. Non. Parce que nous savons que l'information officielle n'est toujours pas réelle. Ça, nous le savons. Nous avons pour objectif d'enrichir le travail avec les moyens que nous aurons d'aller encore dans d'autres pays, sonder dans les archives de ces pays-là, dans les archives nationales de ces différents pays, comme nous avons pu faire pour certains d'autres. Ce n'est pas le cas, mais nous sommes tenus à certaines des informations. Donc, la plupart des informations que nous avons données, nous avons des informations provenant aussi de vos confrères, provenant parfois des archives de certains pays. Voilà. La question qui suit. Vous avez évoqué la question de l'influence de l'entourage des chefs d'État, Ouais. et puis aussi les questions d'ordre de doctrine philosophique et voilà, Politico-philosophique en Afrique. Oui, L'expliquer. les questions des rapports des conseillers. Pour ça, nous avons écrit un autre livre intitulé, parce que nous avons vu que pour éviter la digression dans notre travail, nous avons parlé de ça certes, mais nous avons concentré ce travail dans un autre livre intitulé Prophétisme et Conseil d'État. Là où nous détaillons qui est le conseiller d'État, quelle doit être sa base, quelle doit être son attitude, son approche scientifique, son approche spirituelle, son approche sociologique, son approche géopolitique, son approche historique, l'approche anthropologique pour accompagner le leader. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les chefs d'État ont en eux une dose de crainte et de peur qui prouve qu'ils sont toujours des êtres humains. Vous voyez? Et la peur en un individu est un facteur éducatif. Par exemple, c'est parce que nous avons peur de mourir que nous apprenons certaines choses. Les règles d'hygiène, par exemple.
On te dira, si tu ne respectes pas certaines règles d'hygiène, comme dit la Bible, cela peut produire des maladies qui vont entraîner la mort. Donc, en réalité, ce qui nous fait respecter les règles d'hygiène, c'est pas que on a le désir véritablement d'être propre, mais c'est parce qu'on veut vivre quelque part. On ne veut pas mourir prématurément. Donc, dans la vie des chefs, il y a la peur, quelle que soit l'image que présente un chef. C'est pour ça que les conseillers sont là. Et le rôle du conseiller doit être de savoir canaliser la peur du chef. Parce que si la peur du chef n'est pas bien canalisée, cela aboutit à la dictature et au massacre. Parce que celui qui tient l'arme n'est pas forcément le plus courageux. Celui qui pointe l'arme sur la tempe de l'autre n'est pas forcément le plus courageux. Donc comment on oriente ça? Les conseillers aussi, ce sont des êtres humains qui peuvent avoir, au sein des conseillers, comme dans votre corporation de journalistes, il y a ceux que vous avez surnommés les rats, hein, comme un de vos confrères de l'enseigné. Vous voyez, il y a d'autres que vous avez surnommés les rats. Mais il y a les vrais journalistes. Donc, il y a les conseillers et puis aussi les courtisans. Le courtisan, il est là. Quand le courtisan est conseiller, c'est dangereux. Parce que lui, il cherchera à préserver ses intérêts. Et donc, que le chef dérape ou pas, il ne travaillera pas véritablement pour préserver l'image du chef, mais il travaillera plus pour les intérêts qu'il a au travers de l'image du chef. Donc, nos chefs aussi sont vulnérables. Il faut prendre cela en considération. Et parfois, on a des conseillers qui sont parfois plus forts que les chefs. Ils ne tiennent pas les règles du pouvoir, mais ils décident un peu, hein, en quelque sorte, de l'orientation que prendra le pouvoir. Et c'est pourquoi nous avons décalé un livre consacré à ça. Et lui, qui a le même format que ce livre, mais qui fait 250 pages, nous avons pris le temps d'expliquer minutieusement comment faire. Maintenant, pour les questions de doctrine sociopolitique de nos traditions qui ont précédé l'arrivée du colon, on les connaît. C'est divisé en 3 grandes catégories. Il y a la royauté, la chefferie relative, et puis il y a la chefferie absolue. La royauté, c'est quoi? C'est dans le système où il y a roi. Et la plupart des partis politiques qui ont un arrière-plan, c'est-à-dire où les fondateurs ont un arrière-plan royal, vous verrez qu'il y a une certaine hiérarchisation. Il y a toujours des remous dans tous les partis, mais on sent toujours quand même qu'il y a une certaine discipline. Ça, c'est ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Maintenant, il y a la deuxième philosophie ou doctrine politico-sociale africaine, précoloniale, qui est la chefferie relative. C'est-à-dire que dans certains groupes, on te dira, voici l'ancien chef qui s'en va là-bas. Vous voyez? Alors que dans la royauté, on ne te dira jamais, voici l'ancien roi qui est là-bas. On dit, voici la tombe de l'ancien roi. Voici le nouveau roi. Donc déjà, il y a une dynamique, une sorte de discipline en termes de succession, en termes de leadership qui s'impose. J'ai dit, ça a ses avantages et ses inconvénients. Dommage, nous n'en parlerons pas ici. Nous avons consacré cela dans un autre livre que nous allons présenter. La chefferie relative, c'est quoi? On dit, voici l'ancien chef. Le plus beau, le plus fort, il frappe le chef qui est là, ou il le détrône, ou il a plus d'argent, il paye les conseillers, et puis il détrône le chef. Et puis il s'impose chef. Parce qu'il a la puissance financière, ou bien il est le plus beau et le plus fort. Je ne dis pas de nom. Nous sommes Ivoiriens. Chacun de nous sait de quoi on parle. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein. C'est surtout le continent. Maintenant, il y a la chefferie absolue. On te dira, voici la tombe de l'ancien chef. Donc quand vous prenez ces trois grandes branches
des doctrines socio-politiques africaines précoloniales et qui continuent d'exister, vous pouvez, à cette lumière-là, analyser les différents partis politiques en Afrique, et particulièrement de notre nation, et comprendre ce qui engendre ce qu'ils sont en train de traverser. Je ne voudrais pas aller en détail, au risque que vous n'achetiez pas le livre. La dernière question? C'est quoi cette question? S'il a posé une dernière question. Si. J'avais dit que je n'étais pas en phase avec votre dernière citation qui disait notre salut ne viendra pas de l'Occident. Ok, j'explique. Voilà. Le monde a toujours fonctionné avec des relations. Les États ont des relations, ont des amitiés. Même si on dit parfois les États n'ont pas d'amis, mais les États quand même ont des amitiés. Ok? Surtout pour nous en Afrique. On a beaucoup d'exemples. On sait que nos frontières, vous avez le même nom de famille, mais l'autre ils sont de l'autre pays à côté là, et l'autre ils sont de l'autre pays. On connaît ça, c'est fréquent partout en Afrique. Mais un pays ne se développe pas avec l'aide extérieure. C'est de ça que je parle. C'est une aide. Ce n'est pas un devoir. Aucune nation ne peut se développer avec l'aide extérieure. Le mot est clair. La sémantique même du mot aide. C'est-à-dire que tu fournis tes efforts. Quand nous prenons la philologie de ce mot-là, on comprend tout ce que... Ce sont des efforts que je fais. Je fais quelque chose et puis l'autre vient et l'appuie. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, je ne peux pas aller développer honnêtement. Je ne vais pas laisser mon épouse et puis aller acheter donner des soins de beauté à l'épouse d'une autre personne. C'est une logique, c'est-à-dire, c'est une question de bon sens même. J'ai besoin des matières premières du pays X. Je suis le pays A. Je n'ai pas ces matières premières. Mais quel intérêt j'ai à l'amener à développer un système qui va permettre à ce pays-là de se passer de moi mon expertise et de développer ces matières premières sans moi. Donc l'amitié des États, c'est relatif. C'est une amitié intéressée. Et cela est vérifié dans les royaumes et les empires, les cités-États du Moyen-Orient antique. Prenons de 2000 ou de 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis conscient que moi, par exemple, j'ai l'intelligence, j'ai pu développer des écoles qui transforment, je dirais peut-être, l'uranium d'un pays X. Mais quel intérêt j'ai à laisser ces gens-là devenir indépendants de moi? S'ils peuvent transformer leur uranium, pourquoi auront-ils encore besoin de moi? C'est une logique. Donc notre salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Et encore, dans un autre sens, ce n'est pas en pleurant, en criant Jésus, 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 que nous allons développer nos pays. Mais quel est le message de l'évangile qui permet de transformer les mentalités de mon pays et de passer du stade tribal au stade républicain, passer de la réflexion tribale, de l'intérêt tribal, l'intérêt religieux, à l'intérêt républicain. L'évangile aussi a ces enseignements-là. Ce ne sont pas que des enseignements de miracle, guérison, délivrance. Quand nous regardons l'histoire de l'Europe, et nous avons abordé un peu, les gens tels que Martin Luther, l'Allemand, il est parti sur la base de la théologie, l'exégèse.
Il a pris un seul mot dans la Bible, travail, et il a créé le mot allemand, Beruf. Et du Beruf, regardez la mentalité allemande. Il a pris la multitude des dialectes théologiens et il en a constitué la langue. Il a fait fabriquer la langue qu'on appelle aujourd'hui la langue allemande que nous apprenons dans nos écoles. Vous savez aux États-Unis l'impact du protestantisme, John Wesley, Charles Wesley. Mais nous avons les protestants en Côte d'Ivoire. Mais nous avons encore la mentalité, la vieille mentalité tribale et autres. Bon, nous avons eu des grands hommes. Aux États-Unis, nous avons George Fox, des Quakers. Nous mangeons même souvent ce produit-là, le Quaker. Mais c'est un pasteur. Nous avons la Suisse avec Jean Calvin, un pasteur français, qui lui, à partir de l'évangile, il a développé la Suisse. Il a mené, comment on appelle ça, la salubrité publique. Il a développé toutes ces choses. Ce qui veut dire aujourd'hui que, comme je disais, nous avons abordé ces questions là-dedans, mais comprendre que ce n'est pas en prononçant Dieu va sauver notre pays qui va sauver notre pays. Dieu, dans sa parole, nous a donné des traces. Il nous a déposé des valeurs qui nous permettent d'aboutir à ce résultat-là. Vous voyez un peu. Il y a l'islam en Arabie Saoudite. Dites-moi, n'y a-t-il pas de voleurs en Arabie Saoudite? Il y a des voleurs. Y a-t-il pas de prostituées là-bas? On a vu avec l'explosion des affaires Wikileaks et autres. On sait. Mais pourquoi là-bas, il n'y a pas de bombes qui éclatent les immeubles tout le temps? Au nom de leur religion, et que c'est en Afrique seulement que nous, nos frères africains, nos concitoyens africains, de religion musulmane, sont en train de faire ce qu'ils font au Mali, au Burkina et autres. Donc, pour dire que ce n'est pas en prenant l'évangile dépouillé de sa dynamique de réflexion, de planification et d'action que nous allons développer nos pays. Ce n'est pas aussi en prenant l'islam dépouillé de sa dynamique de réflexion, d'action, d'organisation que nous allons développer nos pays. Ce n'est pas en prenant le bouddhisme ou tout ce que nous connaissons comme milieu ésotérique, extérieur, l'appliquer brut. Non. Ce n'est pas aussi en répandant le sang de nos concitoyens sur des hôtels étranges que nous allons développer notre pays. Donc ça, c'est déjà l'aspect spirituel. Donc la religion est facteur en Occident et au Moyen-Orient, c'est facteur de progrès et de développement. Mais pourquoi sur notre continent, notre terre bénie, le continent où Dieu a regroupé pratiquement toutes les richesses de la planète, pourquoi sur ce continent-là, quand ces religions arrivent, pourquoi nous n'arrivons pas, nous Africains qui avons opté pour ces religions, à faire avancer notre continent? Encore on voit la question. Et la réponse se trouve dans l'ouvrage. Nous avons répondu à ces questions dans l'ouvrage. Je vais clore par exemple, là, par exemple. Nous savons que quand l'évangile arrive en Suisse avec le pasteur d'origine française Jean Calvin, il a encouragé tous les métiers, l'artisanat et autres. Mais pourquoi nous avons des églises qui n'ont pas d'atelier? Des églises qui ont 20 hectares de terre pour bâtir un lieu de culte. Alors qu'il y a des agronomes qui ont terminé, qui n'ont pas de truc. Pourquoi ne pas prendre seulement 2 hectares pour bâtir l'église et prendre les 18 autres hectares exploités? Mais c'est ce que l'évangile a fait ailleurs. Et c'est là où nous parlons de la responsabilité des leaders religieux dans les coups d'État qui se profilent en Afrique. Et ailleurs, dans le monde d'ailleurs. Vous prenez le cas des États-Unis. Pourquoi un chef d'État ne peut pas avoir maîtresse quand il est au pouvoir? Alors que chez nous en Afrique, on dit quand tu es chef d'État, tu as des maîtresses, tu es un homme, tu es vraiment viril. Vous voyez la conception?
Voyez, pourquoi est-ce que pendant notre formation en théologie politique, Dieu nous a fait la grâce d'être formés par d'éminents hommes d'État du continent. Vous avez eu Franck Chicané, qui était le conseiller spécial de Thabo Mbeki. Nous avons eu la grâce d'avoir des gens comme les Desmond Tutu. Nous avons eu la grâce d'avoir des gens d'un certain niveau qui nous ont vraiment des conseillers des présidents de la Zambie et de d'autres pays. Vraiment des gens à la fois spirituels et aussi profondément investis dans les champs politiques. Et nous avons compris que nous avons un problème. Que toutes les religions confondues. Toutes les religions confondues. Et nous avons traité aussi les causes. Mais comme dit tout à l'heure, pour éviter la digression, nous avons traité ces exemples-là sur prophétisme et conseil d'État. Parce que l'analphabétisme religieux est aussi source de déstabilisation de nos États. L'analphabétisme religieux, c'est-à-dire que je me lève, je suis pasteur, non, Dieu m'a dit, il ne faut pas te faire former. Mais ce même pasteur, il n'acceptera jamais de monter sur une table d'opération et d'être opéré par un chirurgien qui est son ami du quartier, qui a été formé par le Saint-Esprit à la maison. C'est ça le problème. Quand on parle de Jésus, de Dieu, on ne voit pas aussi l'engagement, la responsabilité citoyenne de notre foi. Je veux croire en disant par exemple que Dieu a appelé Abraham. On nous dit Abraham est le père de la foi pour les chrétiens. Mais il a été appelé pourquoi? Pour bâtir une église ou bien pour établir une nation? Le message est clair. Dieu appelle Abraham, ce n'est pas pour bâtir une religion, mais c'est pour former une nation. N'est-ce pas? Est-ce que le mot nation, c'est un mot spirituel? Ça va avec tous les sens des institutions. Et pour parfaire la nation, Dieu lui dira 2000 ans avant Jésus-Christ, alors qu'il était en territoire syrien, en arabe, aujourd'hui Syrie, quand Dieu l'a appelé d'Irak, son pays natal, Abraham est irakien, de souche, il émigre plus tard en arabe, Mésopotamie, qui est la Syrie, et de là il descend en Canaan, qu'on appelle plus tard la Palestine, qui a été donnée par, le nom Palestine a été donné par l'empereur Adrien en 135. Et donc, quand il arrive, Dieu lui dit en Syrie, voilà, tu seras une grande nation, les puissants vont sortir de toi, tes descendants seront esclaves dans un pays pendant 400 ans, et après remonteront. Le pays c'était lequel? C'était le pays des Cam, c'est l'Égypte, et une Égypte noire. Dieu veut fonder une nation avec un berger. Mais le nomadisme n'établit pas des institutions. Il faut d'abord la sédentarisation. Et Dieu n'est pas insensé. Dieu fait des choses extraordinaires, mais pas des choses insensées. Et c'est ce que nous ne comprenons pas dans nos différentes obédiences religieuses. Quand nous parlons du miracle de Dieu, on voit seulement la passivité de l'adorateur et puis Dieu accomplit toute la tâche. Non. Dieu prend Abraham, il l'amène dans la meilleure université de sciences politiques au monde, qui est l'Égypte. Plus tard, Jacob descend, Joseph, Moïse lui a fait 40 années, à partir de 5 ans jusqu'à 40 ans, 35 ans d'études minutieuses de tout ce qui est sciences politiques, géopolitiques et tout. Regardez comment il a établi les lois. On l'appelle Moïse est législateur. Ce n'est pas en étant derrière les moutons qu'il a appris ça. Vous voyez comment Dieu fait les choses sensées, il fait des choses extraordinaires, mais avec des hommes équipés. Et le problème que nous avons avec les religions en Afrique, c'est ça. L'analphabétisme des religions auxquelles ils appartiennent. Surtout les serviteurs de Dieu. Un analphabétisme vraiment aberrant. Un analphabétisme encouragé. On ne développe pas un pays avec ça. On ne peut pas faire progresser une nation avec ça. J'aimerais vous dire tout simplement, vous lisez
un livre que je vous donne, vous pouvez l'avoir en librairie. La géopolitique pour les nuls. Il y a une série comme ça, la géopolitique pour les nuls. Et vous allez voir dedans l'auteur qui dit que l'Europe s'est développée sur la base de 3 piliers. Le christianisme, la philosophie grecque et l'administration romaine. Pas de préfet, sous-préfet, tout ça. Ça vient de l'administration romaine. Chez les Grecs, c'est quoi? Pas de démocratie. Chez les Grecs. Même si les Solons reconnaissent l'avoir appris en Afrique, auprès de nos ancêtres négros, mais aujourd'hui, ils l'ont développé, ils ont le mérite. Ensuite, le christianisme. Raison pour laquelle, en Europe, tu as volé 1000 € pendant ton mandat, tu peux te retrouver en prison. En Afrique, quand tu es élu et tu ne voles pas, on dit mais toi tu es bête. Tu n'aimes pas ton peuple. Les autres là sont passés là, regarde ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Parce que nos religions, nos dirigeants, la plupart de nos leaders religieux n'ont pas encore compris que le message spirituel qu'ils prônent a une dynamique citoyenne qu'il faut faire sortir, par exemple. Donc voici un peu quoi je dis. Il n'y a pas de salut qui vient, c'est une aide. Et l'évangile tel que nous l'avons reçu, que nous voyons toujours, ce n'est pas l'évangile qu'ils ont prêché chez eux. Là-bas, on a prêché l'évangile du travail, l'évangile du respect. Même s'ils sont plus chrétiens en masse, mais il y a les valeurs chrétiennes qui sont là. Tu ne peux pas mentir, ne pas agir. Que tu sois sportif et autres. Mais ces valeurs ont été particulièrement développées par la vague méthodiste de John Wesley. Voyez un peu. Voilà un peu les choses que nous avons. Donc, nous disons que dans ce livre, il y a des éléments que nous avons reportés pour un autre livre. Et si c'est... Il avait oublié une de mes questions. J'avais demandé... Non, excusez-moi. J'avais demandé l'insurrection populaire. C'est un coup d'État ou c'est un coup d'État? Ça, il avait oublié. Oui, ça c'est pour les questions marketing. Ah, c'est Il est bien que vous procurez l'ouvrage. D'accord. Les coups d'État mentionnés ici n'ont pas pris en compte, le nombre de coups d'État n'a pas pris en compte le nombre de coups d'État constitutionnels. C'est les coups d'État brutaux, avec ni les tentatives de coups d'État. Justement, ça m'amène à vous demander, est-ce qu'il y a dans l'histoire, il y a la typologie des coups d'État? Oui, nous avons brossé ça. Okay. Dans le volume 1. Donc la typologie des coups d'État. La typologie des coups d'État, les constitutionnels, c'est combien? Ça coûte combien? Le livre. Oui. Nous avons décidé d'aller par vague. Pour les questions marketing aussi. Ouais, Non, ça c'est pas marketing. Ça c'est pas marketing. Mais nous avons décidé d'avoir une dédicace prestige. Parce que notre objectif c'est que la masse puisse se procurer les documents. Voyez un peu comme les Grecs, les Pythagore, les Thalès, qui sont venus apprendre ce qu'ils ont appris en Égypte. L'avantage, c'est qu'ils ont divulgué ça. Et donc, nous nous sommes dit d'abord, nous touchons l'élite. Maintenant, après l'élite, nous allons faire une production massive pour permettre à la masse, à tout le monde. Notre objectif, c'est jusque dans les lycées et collèges, que les gens puissent s'en procurer. Voilà. Même la vendeuse qui est au bord de la route, si elle sait lire et écrire, c'est important. Parce que le président d'aujourd'hui, de demain, a peut-être pour maman la vendeuse d'orange qui est au bord de la route. Donc pour la dédicace prestige, nous informerons du coût du livre. Avant la dédicace prestige, où vous serez conviés. Par la grâce de Dieu. D'accord. Pour terminer, votre mot de fin, quelles sont vos recommandations par rapport au coup d'État? Premièrement, je ne peux pas vous donner les recommandations, autrement je vous lirai le livre. Autrement je vous lirai le livre, mais tout simplement que nous sommes arrivés à une époque de notre histoire où nous devons devenir des gens mûrs. Et qu'on ne nous dise plus, comme un chef d'État français nous l'a dit,
les Africains sont de grands enfants. Ils ne sont pas prêts pour la démocratie. Et l'autre a dit, un autre dirigeant français nous a dit, a insulté tous nos papas ici, pour dire que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Mais j'ai compris par la suite que c'est lui qui ne connaissait pas l'histoire. Et donc, nous encourageons tous à se procurer le livre. Et nous encourageons tous les secteurs, nous sommes ouverts, les entreprises, les institutions, selon notre agenda, nous sommes prêts à intervenir, à faire des dédicaces ciblées, des séminaires, des conférences ciblées sur le sujet par groupe. Que Dieu vous bénisse et paix sur la Côte d'Ivoire. La maison d'édition. Édition Zoé Dynamis. Zoé Dynamis. Qui? Elle avait posé une question? Non. Je suis Luc Elomont. Je suis docteur en théologie politique, conférencier, écrivain et chercheur. Voilà, je suis auteur d'un ouvrage à 5 volumes, dont les 2 premiers volumes viennent de paraître, intitulé Chronique de coup d'État, causes, déroulement et conséquences. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir ces livres? Ce qui nous a poussé à sortir ces livres, c'est d'abord l'amour pour notre pays, l'amour pour notre continent et la foi que nous avons dans les capacités de nos compatriotes qui, pour des raisons multiples, n'arrivent pas à servir valablement nos nations. Donc, il nous a paru important de pouvoir écrire, aider à éviter les renversements anticonstitutionnels de pouvoir qui fragilisent la consolidation des acquis que nous avons depuis 1960, depuis l'époque de nos indépendances, et permettre à nos générations futures de travailler avec un esprit harmonieux et stable. Voilà, voici les principales motivations. Aider ceux qui sont au pouvoir à mieux diriger et à vivre désormais un pouvoir dans la paix, et permettre aussi également des alternances pacifiques et harmonieuses, rassembleuses et édifiantes pour notre continent. Voici un peu ce qui nous a poussé. Dans vos statistiques, il semblerait que l'Afrique soit le continent le plus touché par ce phénomène, oui, et particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, quel est l'impact de ces coups d'État sur le développement de ce pays, de ce continent? L'Afrique de l'Ouest, par exemple, quand on regarde la carte des richesses sur le continent, l'Afrique de l'Ouest n'est pas un reste, c'est une partie du continent qui est très riche. Alors, vous savez que dans un pays divisé, comme le disait déjà Jésus, une maison divisée ne peut subsister, un royaume divisé ne peut subsister. Et les coups d'État facilement divisent les États que nous avons en Afrique de l'Ouest. Alors, donc pour nous, nous pensons que si nous arrivons à comprendre les phénomènes qui engendrent et éviter ce qui peut être facteur de coups d'État, notre continent sera stable. Donc il y a des problèmes institutionnels, il y a des problèmes, un héritage précolonial qui n'a rien à voir avec le colonisateur, c'est-à-dire les conflits qu'il y a eu déjà entre les différentes tribus qui se trouvent à l'intérieur de nos frontières. Il y a cet aspect-là qui cause des coups d'État à répétition en Afrique de l'Ouest. Il y a également aussi des problèmes d'ordre institutionnel et aussi la mauvaise gestion du capital humain que nous avons dans notre région. Voici les facteurs, généralement, il y en a beaucoup d'autres dont nous parlons dans le livre, qui sont à la base des coups d'État que nous avons. C'est ce qui fragilise l'Ouest de l'Afrique. Alors pourquoi vous, en tant que théologien, vous vous intéressez à un sujet de ce type? D'abord, le travail du théologien, ce n'est pas un travail exclusivement ecclésial. Le rôle du théologien, c'est de prendre la pensée de Dieu et l'appliquer à chaque secteur. Qu'est-ce que Dieu pense de l'écologie? Qu'est-ce que Dieu pense de la politique? Qu'est-ce que Dieu pense de la société? Qu'est-ce que Dieu pense de l'économie? Qu'est-ce que Dieu pense des tribus d'où nous venons? Qu'est-ce que Dieu pense de notre histoire? Qu'est-ce que Dieu pense des expériences douloureuses que nous avons connues à l'époque coloniale? Et qu'est-ce que Dieu pense des talents qu'il nous a donnés, des richesses qu'il nous a donnés, sol et sous-sol? Comment Dieu veut que nous les gérions? Ça, c'est le rôle du théologien. Donc, le rôle du théologien, ce n'est pas entre les 4 murs de l'Église. Le théologien extrait de la pensée de Dieu
les directives diverses pour le bon fonctionnement de la cité. Ça, c'est le travail du théologien.